Qui vient s'asseoir aujourd'hui sur le canapé de Destin Lorrain, qui vient nous raconter son histoire. Un Vosgien, un humanitaire et pendant 89 jours, un otage d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il aura connu 89 jours de captivité dans les pires conditions, chaleur, coups, incertitude absolue. Il vient nous raconter son histoire. C'est un Destin Lorrain. Pierre Kamat, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question, vraiment préalable, toute simple. Comment allez-vous ? Eh bien, écoutez, comme vous pouvez le voir, je vais bien, physiquement, psychologiquement. Et donc, le moral, on va dire, est au beau fixe. Donc voilà. Alors, vous êtes connu, il faut le rappeler, pour avoir été un des otages français détenus par Al-Qaïda, AQMI, au Mali. C'était en 2009-2010, 3 mois de captivité, un enlèvement qui a mobilisé à l'époque toute la diplomatie française jusqu'au plus haut niveau pour aboutir à votre libération le 25 février 2010. Avant de parler de votre histoire, de ce que vous avez vécu après, on va la rappeler, cette histoire. Repartons ce 25 février 2010, où vous faites la une de l'actualité, où vous êtes de retour. 10h43 ce matin, un avion Falcon de la République française arrive tout droit du Mali. À son bord, Pierre Kamat, ex-otage retenu 90 jours dans le Sahara, accompagné ici par Alain Joyandet, secrétaire d'État à la coopération. Dès cette nuit, le président de la République française s'est rendu à Bamako pour remercier chaleureusement le président malien Amadou Toumani Touré, mais aussi pour saluer Pierre Kamat. Le président malien serait à l'origine de la libération du Français. Si le président Tété n'avait pas décidé ce qu'il a décidé, je l'ai dit à Pierre Kamat, il ne serait pas là aujourd'hui. En clair, le Mali a accepté de libérer de ses prisons 4 membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, contre la libération immédiate de Pierre Kamat. Un geste très politique du président Touré. Hier au Gabon, Nicolas Sarkozy est revenu sur la situation des autres otages français dans le monde en ces termes. Nous ne laisserons tomber aucun Français, quelles que soient par ailleurs les erreurs qu'ils aient pu faire, qu'ils se trouvent dans l'épreuve. À 61 ans, Pierre Kamat semble prêt à une deuxième vie. La liberté a un goût et un parfum qui est absolument extraordinaire. La liberté t'a donné bonne mine. C'est le soleil qui m'a un peu brûlé aussi. C'était le 25 février 2010, Pierre Kamat, le parfum, le goût de la liberté que vous évoquiez avec Bernard Kouchner. Vous le savourez encore aujourd'hui ? Plus que jamais. Plus que jamais. Je considère même que depuis mon retour, c'est comme si on m'avait donné une rallonge. Parce que malheureusement, d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires ne sont jamais rentrées. Je pense à Michel Germano, je pense à Edwin Deyer. Et donc, je me considère effectivement comme avoir pu bénéficier d'un nouveau morceau de vie à vivre pleinement. Et ce jour de liberté retrouvé, je crois que vous le commémorez toujours, hein, c'est ça ? Ouais. Je le commémore avec des amis proches. C'est l'occasion de boire une coupe de champagne et de retrouver la chaleur nécessaire autour de moi pour continuer à se reconstruire encore, parce que c'est jamais terminé. En fin de compte, la reconstruction, elle se poursuit toujours. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, ça mérite d'être commémoré ou fêté. On va rembobiner, Pierre Kamat. Comment tout cela est arrivé ? Alors, vous êtes un ancien professeur d'éducation physique, mais surtout, vous êtes bénévole dans différentes associations d'aide à l'Afrique depuis 1995, et notamment dans l'association qui s'occupe du jumelage entre Gérardmer dans les Vosges et Tidarmen au Mali, président aussi de l'organisation non gouvernementale ICAR qui lutte contre le paludisme dans le cercle de Ménaka. Et c'est dans ce cadre-là que vous êtes au Mali, fin 2009, pour y faire quoi précisément ? Alors 2009, j'ai décidé, après avoir passé un certain nombre d'années en contact avec mes amis maliens, et en particulier des populations touareg,
auquel je me suis attaché, de m'installer carrément sur place et de dire je serai beaucoup plus efficace en étant sur place et en pouvant, avec les partenaires locaux, développer les projets que je juge nécessaires. Et ce projet contre le paludisme était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, puisque la population, pratiquement toute la population là-bas est touchée par le palu, et ce qui crée une morbidité très très importante, à savoir que quelquefois on a 10 ou 15% de la population qui sont malades. Donc ils sont inactifs, ils sont couchés, et voire, pour les cas graves, des décès qui s'en suivent, en particulier pour les plus jeunes et les plus âgés. On le rappelle, vous choisissez le Mali dans une zone de tension. Est-ce que vous avez conscience des risques? Pour rappel, 4 touristes français avaient été assassinés dans le sud de la Mauritanie en décembre 2008 et début août 2009, un jeune kamikaze mauritanien s'était fait exploser devant l'ambassade de France. 2 gendarmes français avaient été blessés. Vous n'aviez pas d'appréhension, de peur particulière en étant sur ce territoire? Alors, je ne pouvais pas ne pas être au courant de ces tensions permanentes qui existaient, d'autant plus que le nord du Mali a toujours été secoué par des rébellions, des Touaregs en particulier. Et ces actions qui étaient menées par Al-Qaïda, effectivement, étaient plus ou moins sporadiques. Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle, avant de partir avec mes valises pour aller m'installer là-bas, j'ai demandé des assurances auprès de mes amis maliens, Touaregs, en leur disant, est-ce que si je viens, il y a un risque pour moi? Qu'est-ce qu'ils vous répondaient? Et la réponse... Est-ce que vous aviez une protection? Quelle protection? Une protection avec des hommes sur le terrain qui puissent vous assurer une sécurité? Non, je ne suis pas un homme avec un service d'ordre autour de moi. Non, mais en revanche... On vous donne des garanties, en fait. La garantie, elle m'a été donnée en particulier par le député, Bajan Agamatou, qui m'a dit, Pierre, il n'y a pas de problème, tu peux venir t'installer sans problème, tu seras sous notre protection. Et pourtant, arrive le 26 novembre 2009. Vous êtes dans un hôtel à Ménaka en tant que directeur dans le nord-est du pays. Que se passe-t-il? Alors, à cette époque, cette nuit-là, je dormais encore dehors. Le temps le permettait. Et l'hôtel était vide. Donc, j'étais seul. Et donc, il devait être peut-être minuit, 1h du matin. J'entends du bruit dans la cour devant moi, comme ça, et je vois un groupe de personnes armées, avec un de leurs chefs, sans doute, qui vient vers moi en me disant, qui me parle anglais, « Who are you ?» Et donc, je ne veux pas répondre dans cette langue, je veux manifester ma présence, et je dis, je suis le directeur de cet hôtel, vous n'avez rien à faire ici, qu'est-ce que vous voulez? Et voilà comment ça s'est passé. Et ensuite, alors donc, j'ai bien vu que les gens qui étaient là commençaient à m'entourer, et ensuite, ils me sont tombés dessus. Et puis j'ai eu droit, comme je ne me suis pas laissé faire, donc j'ai eu droit à un tabassage en règle, jusqu'à ce que je sois complètement inactif, que je ne puisse plus répondre. Est-ce que vous comprenez d'emblée que vous êtes entre les mains d'un groupe terroriste? Je me doute, mais j'en suis pas sûr. Et donc ce groupe, à partir du moment où ils ont réussi à me neutraliser, m'ont emmené. Et jusqu'à leur 4x4 qui était à 10 minutes de là. Et puis, c'était des pick-up, donc jetés dans la caisse, une bâche par-dessus, et nous voilà partis. On a roulé toute la nuit. Et à quel moment vous comprenez qui sont vos ravisseurs alors? Alors le lendemain matin, il y a un arrêt, et comme il fait jour, donc les gens veulent voir qui ils ont capturé. Et c'est là, à ce moment-là, où
je pose la question, et qui êtes-vous? La première réponse qu'on me fait dit, nous sommes des Moudjahidines. Bon, je n'ai pas entendu parler de Al-Qaïda ou quoi que ce soit. Pour eux, c'était, nous sommes des Moudjahidines. Et puis ensuite viennent à commencer les menaces et les coups, où je me retrouve avec le canon de la Kalachnikov contre la tempe et un couteau sous la gorge en me disant ça va être pour toi, ça. Et c'est là où je me dis, comment dire, je suis complètement sidéré par la situation dans laquelle je me trouve. Ouais. Vous avez expliqué avoir été vendu en fait à AQMI par des hommes de la région. Vous êtes aux mains du groupe de l'Algérien Abdelhamid Abouzeid, un des hommes les plus recherchés du Sahel, reconnu comme le responsable de l'assassinat en juin 2009 d'un touriste britannique. Vous le rencontrez à plusieurs reprises, il vous interroge. Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'il vous demande? Alors dans un premier temps, il veut tout savoir de moi. Ouais. Donc nom, prénom, âge, si j'ai des enfants, ma formation, enfin mon parcours qui m'a amené jusque-là, les personnes que je connaissais. Alors bien sûr, ils m'ont pris mon téléphone. Et puis ils ont commencé à éplucher tout le répertoire en me disant qui est cette personne, qui est cette personne, qui est cette personne, et ainsi de suite. Et donc ça a été le premier contact. Ensuite, il y a eu un deuxième contact quelques jours plus tard, où là, il y a eu une mise en scène qui a été faite, où on m'a remis les vêtements que j'avais au moment où j'ai été enlevé. On m'a donné un rasoir pour que je puisse me raser. Et ensuite, on m'a exposé, donc avec tous ces hommes armés tout autour de moi, pour faire une photo, sans doute pour leur propagande ou leur demande de négociation à venir. Voilà. Vous avez raconté, Pierre, vos conditions de détention, elles étaient épouvantables. 45 degrés, vous êtes dans le désert, peu d'eau, une hygiène épouvantable, des déplacements permanents pour ne pas être repéré. Il fallait résister. Comment vous avez résisté? Tout d'abord, les premières semaines ont été physiquement difficiles parce que, à la suite de ce tabassage en règle que j'ai subi, je l'ai appris par la suite, j'avais des côtes cassées. Et puis j'avais pris des coups un peu partout. Donc ça a été très compliqué. Et il a fallu que je reste allongé pour ne pas bouger. Je ne savais pas ce que j'avais. J'avais très très mal. Mais bon. Et ensuite, j'ai pensé à ma famille. J'ai pensé à ma famille très très fort, en me disant qu'ils devaient être dans tous leurs états. Et que je voulais être à la hauteur de leurs attentes. Je suppose qu'ils n'auraient pas voulu me voir accablé, triste, en train de pleurer ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, il faut que je sois à la hauteur. Et donc je me suis en quelque sorte revêtu d'une cuirasse invisible qui me faisait dire mentalement que vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne me touche pas. Vous n'arriverez pas à me mettre à genoux, je resterai un homme debout. Et pourtant, ils usaient de méthodes d'humiliation, au-delà des méthodes de torture, on peut le dire, mais des méthodes d'humiliation, vous pouvez en parler? Les méthodes d'humiliation, c'était par exemple au moment où ils m'appelaient pour me donner une assiette pour manger. Et cette assiette, bien souvent, elle était là à leurs pieds, il fallait que je vienne la chercher à leurs pieds. Et ça, c'est le comportement même de ces gens qui, peut-être dans la vie, ne sont pas grand-chose, et que d'un seul coup, ils se retrouvent dans une situation de pouvoir où je suis complètement dépendant par rapport à eux, et ils en profitent à fond la caisse. Et on vous laisse seul. Alors pour résister, pour pouvoir garder une force, vous imaginez, c'est ce que vous m'avez confié, des dialogues imaginaires avec des proches disparus. Ça a commencé par... j'ai vu mon père qui était disparu 2 ans auparavant,
Et mon père avait été militaire, donc il avait fait l'Indochine, il avait fait l'Algérie. Et j'ai commencé à l'imaginer et à parler avec lui. Et en lui demandant des conseils, en lui disant « qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» et ainsi de suite. Et à la suite de ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais me sont venus rejoindre d'autres disparus de ma famille, ou d'amis très très proches également. Et je me suis retrouvé là à parler avec tout le monde. Et j'ai même ensuite, parce que je ne suis pas croyant, d'accord ? Donc je n'allais pas, comme certains croyants, aller demander de l'aide à leur Dieu ou tout ça. Et en revanche, je me suis dit, vous, mes disparus, je suis là en contact avec vous. Je ne sais pas dans quelle dimension vous êtes, mais peut-être, puisque je vous fais vivre là, peut-être pouvez-vous faire quelque chose pour moi. Peut-être avez-vous des pouvoirs. Alors vous allez les mettre en œuvre, sortez-moi de là. Alors, ils ne vont pas directement vous sortir de là, mais en France, la pression médiatique est immense. Est-ce que vous l'imaginiez ? Est-ce que vous l'espériez ? Est-ce que vous doutiez qu'il se passait quelque chose pour essayer de vous sortir de cette situation le plus rapidement possible ? Pas tout de suite. Pas tout de suite. En revanche, à un moment donné, quelques jours après mon enlèvement, il y a un des leurs qui parlait français, qui est venu me dire « on a parlé de toi à la radio ». Et donc, j'ai su que, mon aventure, en quelque sorte, était devenue publique. Et je m'imaginais très très bien, d'abord, la peine de mes proches et de mes parents, et qu'il se passait certainement quelque chose. Et donc, à partir de là, effectivement, j'ai pris courage avec l'aide de mon équipe, puisque je dis une équipe parce que j'avais organisé les choses d'une manière très dynamique, à savoir que j'avais même... Il y avait un leader. J'avais nommé un leader, c'était une d'ailleurs, en disant « c'est toi qui vas mener cette équipe » et tous les soirs, toutes les nuits, je lui disais, alors maintenant tu mobilises tes troupes et allez-y, vous allez empêcher de dormir toutes les nuits les décideurs de ma situation. Alors, de façon plus terre-à-terre, Pierre, des négociations sont engagées entre Bamako et Paris. Et en février 2010, le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, annonce finalement votre libération. Mais vous, dans le désert, comment vous apprenez cette nouvelle ? À quel moment ? J'ai été coupé de tout, mis à part l'information qu'on m'avait donnée. J'ai été coupé de tout. Et peut-être une dizaine de jours avant ma libération, j'ai posé la question, parce qu'il y a celui qui faisait la cuisine, qui parfois m'apportait à manger, un jour il vient et il me dit en anglais, parce qu'on parlait en anglais, parce que c'était pratiquement que des Algériens, Ouais. d'accord ? Et donc, il me dit, bon, est-ce que tu veux encore quelque chose ? Et c'est là où je lui dis, oui. Mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai dit, je veux rentrer chez moi. Et c'est là où il m'a dit, là, c'est pas possible, mais il y a 4 frères à nous qui sont emprisonnés, et peut-être qu'ils vont les relâcher pour toi. Et ce jour-là arrive, et c'est un agent du président malien qui vous ramène à Bamako. Vous comprenez évidemment à ce moment-là que vous êtes libre. Dans quel état êtes-vous ? Alors ça s'est passé d'une manière un peu particulière, puisque un jour, donc, il y avait déjà un rassemblement. Habituellement, il n'y avait que 2 4x4. Il y a une quinzaine de personnes avec moi. Et ça s'est accumulé. Donc, il y a un 4x4 qui est revenu en plus, un autre. Et après, il y avait à peu près 80 personnes, d'une manière très exubérante, qui tiraient en l'air, qui criaient « Allah Akbar », tout ça. À un moment, je pose une question, à savoir « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il disait « c'est la joie, c'est la joie ». Et après, il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Il m'a dit « Pierre, tu viens, tu t'en vas. Alors, tu vas partir. » Alors, il m'emmène quelque part. Je me trouve devant quelqu'un qui a une caméra.
et un appareil photo. Et il me dit, tu vas partir, tu peux parler dans ta langue, en français, avant de partir. Voilà. Et donc, je me suis dit que c'était pour leur propre propagande. Et donc, j'ai dit quelques mots en français. Et ensuite, ils m'ont emmené derrière une autre dune où il y avait 2 4x4 qui m'attendaient. Nous embarquons et nous partons. Nous roulons le plus vite possible. Bon. Et à un moment donné, le chauffeur qui était là, il me dit « Mais tu ne parles pas beaucoup, toi ?» J'ai fait « Je ne sais pas, mais qui es-tu » Et c'est là où il me dit « Je suis un agent du président ATT, donc Amadou Toumani Touré, et ça fait au moins 20 missions que je fais pour toi. » Mais j'ai fait « Mais ça veut dire quoi, là ? Ça veut dire je suis libre ?» Ouais. Et il me dit « Oui, je te ramène. » Et à ce moment précis, cette carapace dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'avais construite, elle s'est écroulée d'un bloc. Et je me suis mis à pleurer comme un enfant. Ça a duré, un quart d'heure, 20 minutes. Mais voilà ce qui s'est passé. Vous sortez du désert, vous étiez isolé, en quelques heures, vous retrouvez en pleine lumière avec le chef de l'État dans un salon luxueux avec Bernard Kouchner, Alain Joyandet. Vous basculez en quelques heures du désert, de la rudesse de votre captivité au salon feutré des autorités. Comment vous le vivez ? Alors là, on marche sur l'eau. Ouais. On marche sur l'eau, on ne sait pas trop. C'est difficile de comprendre ce qui se passe parce qu'on est encore sous l'emprise de ce qu'on vient de vivre et cette emprise, elle ne va pas nous quitter pendant longtemps. Hein. Et d'un seul coup, on se retrouve là, voilà, le président de la République, Kouchner, Bernard Kouchner, des gens que je voyais de très très loin, que je ne connaissais pas personnellement, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on voit la rencontre avec Bernard Kouchner, qui fait croire qu'on se connaît depuis toujours. Et voilà. Et ensuite, il y a cette fameuse conférence de presse, sur les terrasses, qu'on a vue tout à l'heure. Où le président Sarkozy, après avoir pris la parole quelques minutes, me donne le micro et me dit « Allez-y ». Enfin bon, voilà, je me retrouve face à cette meute de journalistes. Il est 00h30 et les questions commencent à pleuvoir. Et que se passe-t-il après, une fois les lumières éteintes, quand vous repartez chez vous, dans les Vosges, à Gérardmer ? Alors, je ne suis pas rentré tout de suite dans les Vosges, parce que une des premières questions que j'avais posées donc, aux personnes qui étaient venues me récupérer, c'est de savoir si ma mère était toujours vivante. Parce que ma mère était déjà assez âgée, et je doutais qu'elle ait pu résister à cette épreuve. Et donc, elle était toujours vivante. Voilà, c'est une des premières questions. Ensuite, je suis allé chez elle vivre quelques jours, pour la réconforter, et puis voilà. Ensuite, je suis rentré. Alors là, forcément, c'était un accueil, il y a eu un accueil à la mairie, et puis après, il y a eu la pression médiatique qui a commencé à s'installer. Tout le monde voulait une interview. Ensuite, c'était les plateaux de télévision à Paris. J'ai découvert tout ce monde que je ne connaissais pas de près. Et c'est la gentillesse des gens à mon égard qui m'a fait énormément de bien, Une dernière chose, vous avez gardé un symbole de votre captivité. Est-ce que vous pouvez nous le montrer ? Bien sûr. Et nous l'expliquer. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai là dans la poche. Alors, vous voyez ici... Voilà. Si on les compte, il y a 89 nœuds. C'est-à-dire que j'ai perdu le fil du temps dans les premiers jours et j'ai su la date qu'on était seulement à partir du 11 décembre. Et à partir de ce moment-là, c'était important pour moi de savoir, d'abord, où j'étais, ça c'était difficile, mais de savoir quel jour on était. Et donc, j'avais un chèche, je déchirais une bande de chèche et tous les jours je faisais un nœud.
Et voilà ce que ça donnait. Quand la bande était terminée, je redéchirais encore une autre bande, je la rajoutais et ainsi de suite. Et vous pouvez remarquer, je ne sais pas si la caméra le voit, ça c'est le dernier nœud, c'est le jour de la libération. Et il y a encore quelques petites, voilà, ici, là, nous avons Noël et Nouvel An. Merci, voilà. Un symbole de force. C'est un symbole. Symbole Pour de moi, force, c'est un symbole. de résilience. Absolument. Merci Pierre Camatte d'être venu nous raconter votre histoire. Merci pour votre confiance et votre courage. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre Destin Lorrain.